Scène. Ce soir-là, Ariane était rentrée de bonne heure. Elle m'avait appelé et demandé de rentrer tôt. Je lui promis de faire mon maximum. Francis et Bernard avaient décidé d'aller prendre l'apéro en bas des bureaux. Après une journée entière de réunions sur les améliorations à apporter à l'émission et à avancer sur le projet du nouveau jeu, la Hotte Magique. Dans un premier temps, je refusais. Je leur répétais maintes fois qu'Ariane m'attendait, mais ils insistèrent lourdement. On se retrouva tous les trois accoudés au comptoir du Sans Souci. On carburait au whisky glace. Bernard et Francis avaient besoin de relâcher la pression après quelques tensions entre eux. Je pris le temps de les remettre sur le chemin de l'écoute et de la compréhension l'un envers l'autre. Francis réclamait plus d'idées nouvelles à intégrer dans le cours de l'émission. Bernard était plus favorable à un statu quo du genre « on ne change pas une équipe qui gagne ». Personnellement, je penchais plutôt vers la position de Bernard. Je réussis à force d'arguments bien choisis à convaincre un peu Francis qu'il fallait attendre encore avant de changer trop de choses dans le jeu de la boîte noire. Enfin, ils trouvèrent un compromis pour innover petit à petit. Ensuite, les discussions s'orientèrent vers la vie personnelle de chacun. Francis exprima une nouvelle fois sa frustration avec Amélie. Moi, je ne parlais d'Ariane qu'en pointillé, car je savais que Bernard jugeait mon comportement. Après 3 whisky, et à notre grande surprise, c'est Bernard qui s'épancha à propos de Véronique. Je sais qu'elle me trompe, je l'ai surprise. Elle échangeait des messages avec un type de la post-production. C'est vrai qu'on traverse une période difficile dans notre couple. Je suis anéanti, car je pensais vraiment qu'elle m'aimait toujours. Francis intervint maladroitement. Avoir une histoire de cul et aimer toujours son mari n'est pas incompatible. C'est impossible. Ma Véro, elle n'est pas comme ça. Merde, elle n'a jamais eu le feu au cul. De toutes les façons, j'en aurai le cœur net, je vais la surveiller. Bernard de rage avala une large rasade de whisky. Francis et moi étions gênés. J'avais bien entendu comme Francis une rumeur qui circulait sur Véro, mais je n'y avais pas prêté une grande attention. Bernard reprit de plus belle. Ça me fait mal, en bas du bide. Il indiqua son bas-ventre avec sa main. Je n'arrive plus à dormir. Francis essaya de calmer Bernard. Tu as besoin de te changer les idées. Mon Bernard, viens, on va sortir. Je connais un endroit qui va te plaire. Oui, comme ça, je lui laisse le champ libre pour rejoindre son coquin. Putain, 25 ans d'amour bousillé à cause d'un petit con qui bande de se taper une cougar, et qui la larguera pour une autre proie comme on change de chemise. Francis le prit par l'épaule. Arrête, tu te fais du mal. Il va falloir que tu la récupères gentiment, intelligemment, pas en la fliquant. Il faut que tu parles avec elle. Et... Soudain, Bernard laissa éclater sa colère en retirant violemment le bras de Francis. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des baiseurs, vous. Une femme de perdue et 10 de retrouvée. C'est comme ça que vous agissez avec les femmes. Moi, je suis de la vieille école. J'aime ma femme, moi. Je suis fidèle. Elle me fait ça à moi. Elle me trahit comme ça, la salope. Il continua de boire son verre à petites gorgées en pleurnichant. Avec Francis, on se regarda consterné. Bernard, la tête basse et la main dans les cheveux, continua d'un ton martial. Si elle me quitte, je la supprime et après je me tue. Bernard était visiblement très affecté, mais au-delà de ce bouleversement dans sa vie sentimentale, je pensais qu'il était surmené, sûrement déjà en dépression nerveuse. Les verres pleins succédaient aux verres vides sur le zinc. Le patron mit sa tournée. On commençait à être bien allumés tous les trois. Bernard oscillait d'avant en arrière et il avait du mal à tenir sur sa chaise. Je demandai à Francis de le raccompagner. Je craignais qu'il ne continuât de boire. Il avait déjà son compte. Francis me fit un signe de négation de la tête. Je regardai ma montre. Il était déjà 22 heures. Le bistrotier rangeait les chaises et les tables de la terrasse. Nous restions les derniers clients, tels 3 épaves échouées au comptoir. Nous avions avalé plusieurs whisky bien tassés, et nous n'avions rien mangé. Depuis un moment, Bernard n'en parlait plus. Sa tête plongeait vers l'avant, vers le zinc. Je m'avançai vers lui. « Tu es fatigué, on va te ramener en taxi. » Il acquiesça d'un lent hochement de tête. On finit par quitter le rad un quart d'heure plus tard, poussé par le patron qui n'en pouvait plus de sa journée. Je soutins Bernard comme je pus jusqu'à la station de taxi toute proche. Il titubait, et Francis se marrait. Bernard nous regardait alternativement, moi et Francis, le regard complètement perdu. Soudain,
Il s'arrêta pour nous dire de son élocution abîmée par l'alcool. « Eh les amis, je suis désolé, je ne voulais pas vous parler mal, hein? Vous ne m'en voulez pas pour mes propos de tout à l'heure, j'espère. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Allez, faites-moi un bisou les amis, un petit bisou là. » On s'exécuta et Bernard se remit en route en marmonnant quelques paroles inaudibles. À la station, Bernard se confondait en effusions amicales. Il voulait nous embrasser et nous étreindre sans cesse. Bernard répétait en boucle à nos oreilles. « Je vais la tuer, cette salope. Je vais la buter, la salope. » Nous réussîmes difficilement à le charger dans le taxi. « Eh bien, il en tient une sévère, votre ami. C'est mon troisième ivrogne de la soirée. Il n'est pas agressif, au moins non. Et vous avez son adresse ?» Je donnai l'adresse au chauffeur qui l'inscrit sur son GPS. Je rassurai le taxi en lui disant que Bernard était un type calme, mais qu'il n'avait pas l'habitude de boire. Une bonne nuit et tout rentrera dans l'ordre. J'espère qu'il ne va pas dégueuler dans ma voiture, c'est tout ce que je demande. Je tendis un billet à Bernard et je lui dis de bien le mettre dans sa poche. Je vérifiai qu'il eût bien son portefeuille et son portable. Le chauffeur marmonna. « Bon, ça y est, je suis pressé, moi. »« Ok, ça roule, allez-y. » Je claquai la porte arrière, le taxi démarra en trombe. Bernard nous jeta même pas un regard, il dormait déjà. On se regarda un instant avec Francis et on éclata de rire. On ne pouvait plus s'arrêter. Le whisky nous avait fatigués aussi, Francis dit en continuant de rigoler. « Ouh, j'ai mal au ventre. » À force de rire. Il est con ce Bernard. Il va jouer le cocu justicier. Je voudrais bien voir ça, moi. Oh, c'est trop drôle. Mon fou rire redoubla d'intensité. En même temps, j'imaginais en les mimant à Francis différentes situations où Bernard trucidait Savero, version vendetta de la mafia sicilienne. Francis était plié en deux. Il n'en pouvait plus. Bien sûr, à nos yeux, Bernard semblait incapable d'une telle folie. Alors, lorsque nos fous rires respectifs cessèrent, je fis sérieusement la réflexion à Francis. On est des enfoirés de rire du malheur de Bernard. Oui, c'est vrai, mais tu as entendu ce qu'il pense de nous? Après tout, Véro et lui avaient été assez moralisateurs à mon égard concernant Ariane et moi. Je retenais Véro comme une belle hypocrite. C'est souvent comme cela dans la vie. Vos amis vous jugent et sont incapables de s'appliquer à eux-mêmes leur propre morale. Je sentis mon portable qui vibrait dans ma poche. Un message d'Ariane me pressait de rentrer. Je lui répondis promptement que j'arrivais dans la demi-heure. Je raccompagnai Francis au bout du chemin. On rigolait encore de notre soirée. Je lui promis qu'on se ferait une vraie sortie avec Bernard une prochaine fois. On s'embrassa et je pris un taxi à la volée. Je rentrai à l'appartement dans la demi-heure suivante, comme promis dans mon message. Je butai sur une grosse valise dans le vestibule. Ariane m'attendait dans le salon avec un verre de Bordeaux à la main. Je lui fis un baiser sur le front et je crus bon de briser la froideur de son accueil. « C'est quoi cette valise dans le couloir ?»« Je pars. »« Tu pars où, ma chérie ?»« Je pars chez une amie en vacances. »« C'est qui? Je la connais ?»« Non. »« Ah bon? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant ? » ?»« Je fais comme toi, je fais ma vie sans l'autre. »« Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est parce que je rentre plus tard que prévu que tu me punis? Pourtant je t'ai promis de venir quand je pouvais. Et c'est ce que j'ai fait. Bernard n'était pas bien, comme je te l'ai dit au téléphone. On l'a raccompagné avec Francis, voilà tout. Voilà tout? C'est comme cela que tu justifies tous les soirs où tu n'es pas là, ou bien tout comme tous ces moments où tu me mens sur ton emploi du temps, toutes ces soirées bien arrosées où tu oublies que tu es en couple avec moi, où tu t'oublies avec des nanas de circonstance jusqu'à me salir en public. Comment ça te salir en public? Ariane me balança à la figure un exemplaire de l'hebdomadaire Purple qu'elle venait de sortir de l'étagère de la table basse sur laquelle elle avait croisé ses jambes. Page 26. J'ouvris fébrilement ce torchon en cherchant la page qu'Ariane m'avait indiquée. La photo exposait, sur les trois quarts de la page, une scène qui s'était déroulée au Joker. Francis occupait le centre de la photo, bras dessus, bras dessous avec Marlène. Sur la droite, on me voyait en train d'enlacer et d'embrasser Christina. Qu'est-ce que je suis con, pensai-je. Je m'étais fait piéger comme un bleu. Je ne savais plus où me mettre. Je fis une dizaine de pas vers la fenêtre, puis je balançai le magazine à terre. J'appuyai mon front sur la vitre de la fenêtre. Merde et merde. Oui, c'est la merde, comme tu dis, mais au moins, ça a le mérite d'être clair et sans équivoque. Je te promets, ma chérie, que je n'ai rien fait avec cette fille. Sans doute. Peu importe au fond. Tu sais, Marc, je ne vais pas m'énerver comme la dernière fois. Ça ne sert plus à rien.
Je crois que tu ne m'aimes plus. Je revins vers elle et lui fis face. Pas vrai. Je t'aime. J'ai fait une connerie, c'est tout. Tu ne me peux pas tirer un trait sur notre amour pour ça. C'est trop con. C'est Francis qui m'a entraîné. Moi, je voulais rentrer à la maison. Je la sentais pas cette soirée, je te promets. C'est trop tard, Marc. Je vis une période affreuse. Je pensais que tu avais compris. Elle se mit à pleurer. J'avais honte. Je repris la parole, paniqué. Je m'excuse, ma chérie, je t'en prie. Tu ne vas pas me laisser, chérie. Réfléchis, ne sois pas impulsive. Je vais réfléchir, mais je pars. Inutile de discuter davantage. Ariane posa son verre, se leva et me croisa sans me regarder. Je restai là comme un tétanisé. Quand je me retournai, elle était déjà dans le couloir d'entrée. Je l'entendis prendre ses affaires, puis faire coulisser la poignée de sa valise. Elle fit quelques pas, et la porte claqua derrière elle. Je m'effondrai dans le canapé, et me mis à pleurer, à chaudes larmes. Je l'avais perdue. Une minute plus tard, je me levai, et passai sur la terrasse. Je me penchai sur la pierre du garde-corps. Je vis Ariane courir vers la gauche de l'immeuble, et s'engouffrer à l'avant-droit d'une berline sombre. Un homme mit sa valise dans le coffre. La voiture disparut rapidement à l'angle de l'avenue. J'étais dévasté. Fidèle à moi-même, je prenais conscience d'avoir tout gâché encore une fois. J'eus envie, l'espace d'un moment, dans une dernière lâcheté, de me balancer dans le vide. J'avais trahi cette femme merveilleuse qui m'avait apporté la félicité et la réussite. Je ne valais décidément pas grand-chose. Après une heure à me morfondre en finissant la bouteille de Margaux qu'Ariane avait commencé, je me décidai à rejoindre Francis, qui m'avait rappelé, suite à mon message de détresse envoyé peu de temps après le départ d'Ariane. Il me proposait de finir la soirée au Joker. Je savais que c'était absurde de retourner sur les lieux de mon crime, et pourtant je le fis. D'où provenait cette incohérence dans mon comportement qui me poussait à m'avilir encore plus et à me perdre davantage dans les bas-fonds de la nuit. Ce soir-là, j'acceptai le rail de coke qu'un ami de Francis me proposa. Je franchis allègrement la ligne blanche, en invitant n'importe quelle gonzesse à nous rejoindre à notre table. Je me déchaînais comme une bête en rut. Marlène nous avait rejoints. Malgré qu'elle et Francis semblaient entretenir une vraie relation, je lui faisais du gringue ouvertement. Francis dut intervenir afin de calmer mes ardeurs. Je commençais à franchir les limites du supportable pour tout le monde. Je branchais à tour de bras les nanas qui passaient devant nous. J'emmerdais les couples qui dansaient sur la piste. Je dus boire encore 2 ou 3 cocktails au bar. J'hurlais les paroles des chansons que le DJ enchaînait. Je finis par me faire jeter gentiment de l'établissement. J'avais largement pété les plombs. En me retrouvant hébété sur le trottoir devant le Joker, je soliloquais encore quelque temps. Des phrases sans cohérence sortaient de ma bouche, devant le regard des passants étonnés. Francis m'appela plusieurs fois de suite au téléphone, mais je ne répondis pas. Je me décidai à rentrer à la maison à pied en répétant à tue-tête et sans fin des trucs absurdes, produits par mon délire. Je crus reconnaître à un moment la porte cochère de mon immeuble, mais je me trompais. Je ne savais plus vraiment où j'étais. Je finis par m'arrêter dans un square ouvert sur l'avenue non loin du domicile d'Ariane. Je me laissai glisser sur un banc et sombrai dans un semi-coma jusqu'à l'aube.